Merci d'être présents, nombreux, pour cette conférence débat ici organisée au Forum 104. Merci à nos amis du Forum 104 de nous accueillir. Alors, nous nous sommes mis à 3 associations pour monter ce débat, parce que le sujet est difficile et que nous avons pensé qu'il était utile de fédérer nos forces pour vous proposer un débat approfondi, sérieux, sur la question de la fraternité dans ses rapports avec les services publics et la fonction publique en général. Encore une fois, merci à tous d'être là. Nous sommes efforcés de rassembler un plateau, comme on dit un peu rapidement, qui permette de répondre à toutes vos questions. C'est Paul Hubert qui est ici, qui va organiser, qui va être Monsieur Loyal de la journée. Donc les 3 associations, Galilée, d'une part, le Pacte Civique, d'autre part, Galilée SP, le Pacte Civique et puis Service Public, sont vraiment très très heureux de vous accueillir. Alors, présentation des 3 associations. Jean-Baptiste Defoucault, alors je vous présente rapidement, inspecteur des finances, ancien commissaire au plan, fondateur de Solidarité Nouvelle face au chômage et de Démocratie et spiritualité, et l'auteur de nombreux ouvrages, dont Une société en quête de sens qui date déjà de 1995, comme quoi c'est actuel. Et vous êtes le fondateur du Pacte Civique et vous avez 3 minutes pour nous le présenter. Nous sommes en vert. Alors, le Pacte Civique repose sur une conviction et une vision. Pour surmonter les défis considérables qu'affronte notre société, il faut pour nous 3 conditions. D'abord, cultiver en même temps 4 valeurs différentes mais complémentaires qui sont la créativité, la sobriété, essentielle aujourd'hui, la justice et la fraternité, valeurs qui se complètent. Deuxièmement, il faut le faire à la fois au niveau de nos comportements personnels, ce qui n'est pas si simple, de nos fonctionnements d'organisation, ce qui n'est pas évident, et des institutions et des politiques publiques. Et puis troisièmement, il faut le faire dans tous les domaines, dans le secteur d'activité. Si on réalisait ce programme, je pense qu'on aurait bien avancé. Alors cette démarche, nous essayons de la concrétiser en créant des collectifs locaux. Il y en a une dizaine. Je voudrais en relancer un sur Paris d'ailleurs. En ayant différents ateliers, en prenant des positions régulières dans notre newsletter et en participant à des initiatives de terrain qui conjuguent bien ces 4 valeurs. Et il y en a une dont on parle en ce moment, qui est Territoire zéro chômeur de longue durée, dans lequel nous sommes parmi les organisations fondatrices de l'association qui pilote ce projet. Nous avons un atelier fraternité qui participe activement à une instance qui s'appelle le Labo de la Fraternité, qui, tous les 16 mai, essaie d'organiser une journée de la fraternité, publie un baromètre de la fraternité. Nous travaillons sur Hôpital et Fraternité. Nous soutenons les journées citoyennes dans les collectivités locales que l'audace met en valeur. Donc nous avons tout un travail sur cette question de la fraternité. Et nous voudrions en faire un sujet de débat national et en faire un sujet de débat dans la fonction publique, parce que c'est important que la fonction publique s'approprie ce thème, pour 3 raisons. En raison du rôle de l'État dans la société française, constructeur de la nation, parce que c'est une valeur de la République qui a été construite patiemment mais qu'on a laissée en friche, alors qu'elle est en fait le régulateur de la liberté et de l'égalité, et parce qu'il y a dans notre société aujourd'hui un évident besoin de fraternité, d'une fraternité créative, d'une fraternité sobre, allant dans le sens de la transition écologique, et une fraternité sensible, qui me mène à simplement 2 idées pour terminer. La première, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a une idée que je voudrais mettre en avant, que j'ai appris de mon expérience à Solidarité Nouvelle face au chômage et que je vois dans le mode de fonctionnement de l'État-providence, c'est qu'il ne doit pas y avoir de prestation s'il n'y a pas en même temps de la relation. Il ne faut pas non plus avoir de la relation sans prestation, ce qui est la tentation compassionnelle, mais
toute prestation doit pouvoir être accompagnée d'une relation. Et c'est une façon de parler de fraternité. Et ça peut se décliner dans bien des domaines. Puis la seconde, c'est que le principe fraternité, je pense qu'on a à le décliner. Est-ce que c'est un principe d'ordre juridique? On en parlera sûrement. Est-ce que c'est un mode de management? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit enseigner? Est-ce que c'est quelque chose que chacun doit inventer? Voilà toute une série de questions que nous nous posons pour ce qui devrait être l'ouverture d'un chantier. Merci, Jean-Baptiste. Qui est-ce qui veut parler maintenant? Catherine? Alors voici Catherine Gras, présidente fondatrice de Galilée SP. Elle préside le conseil d'orientation, 40 ans de fonction publique d'État, conseillère financière auprès des Nations Unies à New York, directrice d'administration centrale, chef de mission de contrôle général économique et financier, coach certifié HEC. Alors, Galilée.sp, en fait, vous invite à venir travailler dans le monde des possibles. Nous sommes à mi-parcours des présentations. Comment? Avec une fonction publique du XXIe siècle, placée au cœur de l'innovation de notre pays. Galilée.sp, c'est un think tank opérationnel que nous avons créé en 2011, ouvert dès l'origine aux fonctionnaires et agents publics des 3 fonctions publiques et aux citoyens qui viennent du monde de l'entreprise publique, privée, de l'économie sociale et solidaire. Notre devise, c'est les fonctions publiques au cœur de l'innovation, donc au cœur de l'innovation de notre pays. Alors, comment travaillons-nous à Galilée? Lors de petits déjeuners avec des intervenants qui présentent une thématique, lors de séminaires et de colloques comme celui-ci avec des partenaires, et par des livres qui mettent en forme nos constats, nos méthodes et nos propositions. Et d'ailleurs, 2 livres de Galilée sont en vente dans cette salle. Alors, Galilée a une profession de foi, laquelle, dans une France en profonde mutation et dans un monde en mutation où les équilibres se reconfigurent à chaque moment, et ces équilibres, nous les voyons en reconfiguration, nous pouvons les entendre, nous pouvons les voir, nous avons des téléphones, nous avons des sites internet, eh bien nous avons besoin d'une fonction publique. En tout cas, c'est la réponse de Galilée. Nous avons besoin d'une fonction publique, laquelle républicaine, et pour un service public profondément renouvelé. Alors, une fonction publique républicaine, garante des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui incarne ces valeurs républicaines vis-à-vis du citoyen, qui organise les fonctions publiques, les politiques publiques et la société sur ces bases-là, pour permettre à chaque citoyen de vivre dans son quotidien la devise de la liberté, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas des concepts, ça doit être le vécu de chacun des citoyens. Ensuite, cette fonction publique, elle doit être innovante et engagée. Ce n'est pas le laisser-faire. C'est la confiance en l'homme et ses ressources, l'intelligence, la générosité, la mobilisation. C'est la qualité de relation aux côtés des citoyens qui se sentent écoutés, soutenus pour faciliter leur activité et leur responsabilité. C'est l'universalité des droits. Et une fonction publique humaine, légère, harmonieuse, au service de tous, pour un service public attrayant, et désirable, avec un rayonnement international donnant envie de le prendre pour modèle. Alors nous ne sommes pas de doux rêveurs, et avec le pacte civique et service public, Galilée vous invite à vous impliquer en imaginant comment vivre la fraternité dans un service public renouvelé. Merci Catherine. Yannick Prost, administrateur civil, agrégé d'histoire, conseiller auprès du haut-commissaire à l'engagement civique et auteur de La démocratie contre le royaume d'Attila, le monde libéral à l'épreuve des violences radicales.
secrétaire général de Service Public. Merci. Alors, Service Public, c'est peut-être l'une des plus anciennes associations défendant, ou en tout cas travaillant sur le service public. Elle date de 1980. C'était une bande de dangereux révolutionnaires à l'époque qui avait décidé de préparer l'alternance politique et donc d'avoir cette réflexion autonome sur l'évolution des services publics. Alors, dangereux révolutionnaires comme Pierre Jox, François Hollande ou Jacques Fournier, présent ici comme président d'honneur, et cette action de réflexion, d'impulsion, de modification des services publics qu'on a appelé plus tard un think tank, une boîte à idées, cercle de réflexion, eh bien, l'association Service Public a poursuivi cette œuvre, même si ce modèle s'est généralisé et d'autres cercles de réflexion travaillent désormais sur les questions de réforme publique. Nous avons voulu garder notre spécificité qui est vraiment cette association de gens qui pensent au service public, mais qui sont d'abord des praticiens. Le service public est une association de fonctionnaires qui peuvent réfléchir, imaginer, voire critiquer ce qui se passe dans leur profession en dehors de celle-ci. C'est des articles, des conférences, des travaux, des publications, des prises de parole publiques, notamment intervenir sur les plateaux télé ou radio pour dire peut-être les choses un peu différemment que ce que la passion du moment et notamment la passion portée par l'engagement politique peut faire dire sur les plateaux. C'est donc cette activité de publication de prise de parole qui se traduit cette année par un rapport sur la dépense publique et sur la façon peut-être plus sereine de parler de la dépense publique dans notre pays. C'est la synthèse de ce que l'administration, les services publics ont pu dire sur l'immigration depuis 2 ans, trentaine, quarantaine de rapports qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus objective que ce que nous avons pu entendre dans le débat public. Et puis prochainement, du numérique, un travail sur le numérique avec des chercheurs du CIRIEC. Je vous remercie. Bravo pour la maîtrise du temps. Nous sommes exactement dans les temps. Jean-Marc Sauvé a été 12 ans, de 2006 à 2018, vice-président du Conseil d'État, de 1995 à 2006, secrétaire général du gouvernement, également directeur d'administration centrale au ministère de la Justice, puis de l'Intérieur, comme directeur des libertés publiques, avant d'être préfet. Aujourd'hui, président de la Fondation Les Apprentis d'Auteuil, président de la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, co-auteur avec Claude Onesta, qui est ici. Oui. Non. Bon. Du rapport Pour que vive la fraternité, proposition pour une réserve citoyenne. Vous avez 20 minutes. Je serai sobre dans mon annonce de plan. Étant fonctionnaire honoraire, je peux répudier tous les enseignements que j'ai reçus et donc me livrer à une certaine forme de débauche en annonçant non pas un plan en 2 parties, mais un plan en 4 parties, parce que j'ai décidé que ce soir, c'était ça qui me convenait. Donc, je voudrais d'abord souligner dans un premier point que la fraternité qui nous réunit ce soir, c'est un principe qui est ambigu, qui a été tardivement et subrepticement reconnu et qui est loin de faire l'unanimité au plan juridique et notamment quant à son opposabilité, en dépit de la décision du Conseil constitutionnel de 2018. Alors, je dirais en souriant que la fraternité n'est pas un nouvel avatar du complot judéo-maçonnique, ce serait plutôt un nouvel avatar du complot judéo-christiano-maçonnique. Donc tout le monde est coupable de plaider la cause de la fraternité. Alors c'est un principe ambigu dès qu'on s'arrête au mot. La fraternité, comprise comme la relation entre frères, donc c'est-à-dire avec celui avec qui j'ai un lien du sang et que je n'ai pas choisi, et a priori contraire à l'idée d'universalité. Et le littré, d'ailleurs, indique du coup que la fraternité caractérise les liaisons étroites de ceux qui, sans être frères, se traitent comme des frères. Voilà, alors la fraternité, elle se définit par la négation en fait du lien du sang, et en quelque sorte dans la prolongation d'un lien
affectif vers autrui. Elle a connu une histoire tourmentée. Elle est née dans les années 1789-1790 et elle a sombré dans la terreur. Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ambitionnait de s'adresser à tout le genre humain et pas seulement aux citoyens français. Et il y avait bien une identité de nature entre l'ensemble des hommes qui constituait le socle de la fraternité proclamée en 1789. Voilà, donc la fraternité a sombré avec la terreur, elle a ressurgi en 1848 comme le troisième volet du triptyque de la devise nationale, avec une dimension désormais plus sociale que politique. Je pense que la portée symbolique de la fraternité en 1848, c'est l'abolition de l'esclavage, ce qui n'est pas tout à fait rien comme réalisation politique. Mais en fait, la fraternité s'éclipse à nouveau de manière durable au profit de la notion de solidarité, qui est moins connotée sur le plan religieux, sur le plan émotionnel, et sans doute plus adaptée à la construction d'une législation sociale protectrice. Voilà, donc la fraternité, désavantagée par sa forte dimension morale, presque affective, n'a semblé constituer au mieux qu'une source diffuse d'inspiration de certaines règles de droit. Elle a intéressé assez peu les juristes, en dehors de la remarquable thèse de Michel Borgetto, et elle retient davantage d'historiens. Ce contexte a changé quand même avec la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. J'irai à l'essentiel. Le Conseil constitutionnel déduit du principe de fraternité la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Alors, je me garderai bien de critiquer frontalement le Conseil constitutionnel, mais il aurait pu parvenir à la même conclusion par une autre démarche, notamment celle de liberté. Voilà, alors l'histoire d'un principe qui est ambigu, qui peine à s'affirmer, qui est supplanté par la solidarité et qui, lorsqu'il est affirmé sur le plan juridique, fait l'objet d'un tir de barrage nourri de l'ensemble de la communauté juridique, en tout cas d'une large partie de la communauté juridique en 2018. C'était mon premier point. Mon deuxième point, la fraternité, en dépit de tout cela, c'est un principe essentiel dans la devise de la République et aux côtés des autres principes de l'héritage républicain. Il faut rappeler que la liberté et l'égalité consacrent des droits, des libertés individuelles, même si la liberté se définit aussi par rapport à autrui. La liberté, ça n'est pas le droit d'un homme ou d'un citoyen ou d'une femme maintenant, pris totalement isolément. C'est le droit d'une personne dans sa relation avec l'environnement. L'égalité, c'est clair, mais ce que nous découvrons et ce que nous comprenons, et ce qu'a dit un rapport que j'ai signé avec Claude Onesta, c'est que la fraternité, elle est la condition et la conséquence de la liberté et de l'égalité. Nous ne pouvons être libres et égaux que parce que nous nous inscrivons dans un rapport de fraternité et réciproquement. Et la fraternité aussi, et c'est un point que je tiens à souligner, c'est un idéal qui permet à la société de tenir ensemble et de se projeter sur des buts communs. À la différence, je dirais, pas du nihilisme ou de l'agnosticisme, mais un peu quand même de la volonté générale ou de la souveraineté ou de la puissance publique. C'est un pouvoir, c'est une force, mais une force qui va où? Bien. Et la fraternité, je crois qu'il faut le souligner, c'est un principe collectif
d'interaction entre citoyens qui est créateur de droits et de devoirs. Et donc, dans la devise de la République, c'est vraiment, je crois, pour y avoir un peu réfléchi, c'est une intuition assez remarquable d'avoir ajouté à la liberté et l'égalité, qui sont des droits individuels, la fraternité, qui, elle, est créatrice de droits et de devoirs et qui met l'accent sur l'interaction entre les citoyens et sur les finalités du corps social. C'était ma deuxième partie. Ma troisième partie, je voudrais insister sur le fait que la fraternité, aujourd'hui, et je pense qu'on en prend une conscience plus vive dans la période historique que nous traversons, est un principe inséparable de la conception française de l'intérêt général ou de la conception philosophique du bien commun. Et à cet égard, nous voyons bien que l'État aujourd'hui, enfin l'État pendant longtemps a été considéré moins comme l'instrument de réalisation d'un bien commun à l'ensemble des membres de la collectivité nationale que comme une entité, notamment dans la vision libérale, devant être cantonnée pour ne pas empiéter sur les droits individuels. Son but est de les garantir, ce que la pensée libérale assume pleinement. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les droits individuels, ni non plus les droits subjectifs. La liberté de la personne, l'égalité entre les citoyens ne sont évidemment pas négociables ni dérogeables. Mais l'interaction entre les citoyens, pour atteindre efficacement des objectifs communs, et notamment un bien commun qui est délibéré démocratiquement, c'est une perspective qui est fondamentale et qu'on a, à mon avis, dangereusement sous-estimée. Je pense qu'en particulier, d'Aristote à Hannah Arendt, en passant par Cicéron, et même Jean Bodin ou Diderot, beaucoup de philosophes sont venus rappeler la singularité de la cité, de la République, de l'État, pour construire un bien partagé en commun et souligner l'importance de l'accord, de l'association et de l'interaction sociale pour atteindre un but commun. Et parmi lesquels on voit bien se profiler la solidarité et la fraternité. Parmi toutes les citations possibles, je retiens celle que donne Cicéron de la République dans le De Republica. C'est un mi-parcours, mais ne Bien. stressez pas. L'intérêt, on pourra déborder sur les questions-réponses. La République, c'est la chose du peuple, mais un peuple n'est pas un rassemblement quelconque de gens réunis n'importe comment. C'est le rassemblement d'une multitude d'individus qui se sont associés en vertu d'un accord sur le droit et d'une communauté d'intérêt. Et l'encyclopédie de Diderot souligne « Une multitude n'est qu'un assemblage de plusieurs personnes, dont chacune a sa volonté particulière, au lieu que l'État est une société animée par une seule âme, qui en dirige tous les mouvements d'une manière constante relativement à l'utilité commune. » Et par contraste, donc, dans notre société, l'intérêt général, dans notre société atomisée, l'intérêt général, s'il survit, n'a semblé longtemps être que la somme des intérêts particuliers, à rebours de ce qu'a toujours été la conception française de l'intérêt général. Et nous voyons bien, en réalité, se profiler dans l'histoire de la pensée. Alors évidemment, vous me direz que Cicéron et Diderot, ça n'était pas, j'allais dire, l'actualité philosophique de l'année 2019, pas plus qu'Aristote, mais nous voyons bien réémerger aujourd'hui, avec la liberté et l'égalité, mais en plus de la liberté et de l'égalité, la nécessité de faire émerger d'autres principes. Alors, la solidarité et même la fraternité. Et je pense que
les enjeux contemporains, notamment les défis sociaux liés à l'exclusion, les défis économiques liés à la soutenabilité de la croissance économique et au partage, ou plutôt à la fin du partage, de ressources qui vont cesser d'être indéfiniment croissantes. Et enfin, le défi environnemental, c'est-à-dire le défi climatique et celui de la biodiversité, nous oblige à repenser les finalités de la vie en commun autour de la fraternité. Voilà, alors, donc, je vous fais l'économie de toutes mes citations sur Durkheim et Duguy, sur lesquelles il faudrait revenir, mais je pense que la fraternité, aujourd'hui, s'oppose clairement à la conception machiavélienne du prince et de la souveraineté, comme à la conception weberienne de l'État, qui sont, j'allais dire, sociologiquement et philosophiquement très, très fécondes et qu'il ne faut pas abandonner, mais qui ne peuvent pas constituer aujourd'hui une finalité pour notre action publique. J'en arrive à mon 4e point. La fraternité doit être le fondement, ou devrait être le fondement de la vocation, de la vocation des fonctionnaires. Et de 2 points de vue, en ce qui concerne la manière d'être, le code de conduite des fonctionnaires, versus quoi? Le cynisme, le nihilisme, le carriérisme à tout crin. C'est ce que je nomme ma trilogie préférée, le clientélisme, le clanisme et le corporatisme. Voilà. Et ça, cette question-là est à repenser profondément, sans pour autant remettre en cause des règles de principe, bien sûr, et des modes de gestion de la fonction publique. Ça n'est pas la fraternité à la place, c'est-à-dire à la place d'un corpus de règles qui gouvernent les serviteurs de l'État et des collectivités publiques. C'est un ensemble de principes qui doivent inspirer, éclairer ce corpus de règles. Et la fraternité est la vocation, c'est le fondement aussi de notre vocation de fonctionnaire dans la relation à l'usager. Elle ne peut pas se substituer aux critères, j'allais dire, de performance, à des indicateurs même lolfiques, ni non plus à la professionnalisation des services publics. Mais la fraternité, elle absorbe et elle dépasse les services publics. Elle doit ajouter aux services publics un fondement supplémentaire, une finalité plus riche, et pour essayer de mal parler comme Bergson, un supplément d'âme. Ce que je voudrais dire en terminant, parce que je risque le drapeau rouge maintenant, c'est qu'au fond, les principes que j'ai professés au cours de ma carrière, que je me suis efforcé plus ou moins bien d'appliquer, qui ont suscité tout au long de ma vie professionnelle officiellement de la considération et plus souvent de la commisération, en réalité, ces principes-là que j'ai professés aujourd'hui, je crois qu'ils s'incarnent et qu'ils ont vocation à devenir la réalité. Je vous remercie. Bravo, vous n'avez même pas droit au carton rouge. Et donc, nous allons pouvoir engager le débat, les questions-réponses. Voilà, donc la parole est maintenant à la salle. Bon, Jean-Claude Devez, Pacte Civique. Donc, par rapport à ce remarquable exposé, la question subsidiaire que j'aimerais poser, c'est finalement, quand on est dans le secteur privé, est-ce qu'il y a aussi ce même principe de fraternité qui devrait s'appliquer? Et dans le moment actuel où on a des services d'État qui sont en difficulté, on a l'impression que l'État a du mal à gérer sa fonction publique et ses services publics, est-ce que finalement, disons, le secteur privé
ou a priorierait moins la notion de service, n'est pas aussi efficace. On répond... bon. Je ne voudrais pas avoir le monopole des réponses parce que je vais vite être à la peine. On se souvient de cette réplique vous n'avez pas le monopole du cœur. Le secteur public n'a pas le monopole de la fraternité. Hein, voilà, mais il ne faut pas, je dirais, dans le secteur privé, je pense que des choses peuvent et doivent être faites. Il faut néanmoins qu'elles soient faites, je pense par exemple à toute l'action des fondations d'entreprise, à toutes les actions de mécénat. Elles doivent être faites au service de l'intérêt général, et pas principalement ou exclusivement derrière des apparences philanthropiques au service de l'intérêt social, de la société concernée. Hein. Je pense aussi que je crois à la pertinence des démarches de RSE, etc. Mais il faut travailler dans le réel et pas dans le virtuel. Il faut travailler sur le fond et pas l'apparence. Donc voilà, personne n'a le monopole de la fraternité. Le secteur public, le secteur privé a des choses à faire. Mais voilà, ce sont des choses qui doivent sans doute aller au-delà de certaines démarches qui ont été engagées, qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas suffisantes. Oui, Daniel Lenoir, dans un fonctionnaire, inspecteur général des affaires sociales, et entre autres choses, vice-président de démocratie et spiritualité avec Jean-Baptiste de Foucault. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la façon dont, comme aurait dit Peggy, la fraternité s'est dégradée en solidarité. C'est un peu l'influence de Durkheim et le fait que les républicains de progrès n'étaient pas très à l'aise avec cette notion de fraternité pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Alors vous avez dit à quel point la fraternité est peut-être une exigence nécessaire aujourd'hui par rapport à la question environnementale, mais et je partage tout à fait ça. Je me demande si c'est pas vrai aussi pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'État-providence ou la protection sociale, qui est fondée sur la solidarité, mais dont on voit aujourd'hui les limites. Enfin, la solidarité, qui est un concept froid, montre un peu ses limites. J'en veux pour preuve ce que j'ai appelé dans un certain nombre de papiers la notion de consentement à la solidarité, parce qu'en fait, on parle de consentement à l'impôt, mais l'essentiel des prélèvements obligatoires sont destinés à la solidarité, bon, qu'on a vu apparaître avec les ronds-points. Et je me demande si il y a une exigence de solidarité qui est nécessaire, mais on voit aussi des difficultés à contribuer. Et peut-être qu'il faudrait réchauffer cette notion de solidarité pour que ce consentement nécessaire puisse se rendre effectif. Alors ça vaut pour ceux qui sont exprimés sur les ronds-points, mais ça vaut aussi pour ceux qui bénéficient des revenus les plus élevés dans notre société, dont on voit qu'ils ont aussi quelques difficultés à consentir à la solidarité. Et je me demande si la fraternité ne permettrait pas de dépasser cette notion un peu froide de solidarité. Certainement. Certainement. Je crois, je ne peux qu'acquiescer à ce que vous venez de dire. Je voudrais quand même ajouter une chose. Il faut se garder de trop opposer la solidarité à la fraternité. Je dirais dans le grand combat sur les finalités de l'action publique, au-delà de la garantie des droits fondamentaux. Eh bien, dans ce grand combat-là, la solidarité et la fraternité sont du même côté. Et quand vous revisitez la philosophie politique, les fondements de l'État,
moi, il n'y a pas de problème, je suis du côté de Durkheim, je suis du côté de Duguy. Voilà, il n'y a pas le moindre doute. Alors, il y a les contradictions principales et les contradictions secondaires, mais c'est-à-dire, c'est vrai, j'en fais moi-même l'expérience en ma qualité de président des apprentis d'Auteuil. On voit bien aujourd'hui ce que peuvent être justement les limites de la solidarité, une certaine froideur, et l'importance d'engager des actions fraternelles. Et j'en ai notamment, par exemple, dans le domaine du soutien à la parentalité. On peut, j'allais dire, en dehors des prestations qui doivent être organisées, qui sont budgétairement ou socialement très, très lourdes, réfléchir à d'autres dispositifs. Des dispositifs, par exemple, de soutien aux familles, alors là, qui sont une expression directe du principe de fraternité. Mais de grâce, ne les opposerons pas trop. Thierry Hurt, vous avez placé votre présentation dans une perspective, je dirais, relativement française. Vous avez cité d'ailleurs un certain nombre de faits historiques qui datent déjà de la Révolution, vous l'avez dit, et puis vous avez parlé de notre devise. Diriez-vous que le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes plongés, et notamment l'influence européenne, voire l'influence états-unienne, vont plutôt dans le sens de nous pousser à plus de fraternité, ou au contraire, d'amoindrir le sentiment de fraternité? C'est une grande question. C'est une grande question, et elle mérite un large débat. Où va le monde aujourd'hui, hein? On va dire, alors, autrefois on disait les pays développés, industrialisés, enfin bon, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ce monde évolue à toute vitesse. Je pense qu'il y a un ensemble de ferments. Il y a notre histoire nationale 1789-1848. Donc, évidemment, mon propos, ma pensée, ma personne sont marqués, non pas de ces stigmates, mais de ces héritages au meilleur sens du terme. Ce que je crois, et ça rejoint le propos sur le secteur privé des entreprises, c'est qu'il y a une aspiration universelle, enfin, qui dépasse, j'allais dire, les étroites frontières de la France et même de l'Union européenne, à quelque chose de nouveau, à des modes de vie nouveaux qui puissent faire place, ou qui puissent faire une plus grande place à la fraternité. Moi, aujourd'hui, parmi tous les motifs de désespérance qu'on pourrait recenser et éprouver, il y a un motif d'espoir, c'est les millennials, alors je ne sais pas trop le traduire en français, et la génération Y. Voilà. Ce sont eux qui construiront le monde de demain, plus que nous, en tout cas plus que moi. Mais il y a très clairement, dans ces générations, des aspirations dans lesquelles on ne se retrouve pas du tout, très bien, mais des aspirations auxquelles nous, ex-68ards, nous avons été incapables de nous rallier. Donc, et je pense que cette aspiration, je ne suis pas sociologue, mais elle dépasse, je dirais, l'Union européenne. On en voit les ferments, les manifestations en Amérique du Nord et dans bien d'autres pays. Je crois que rien ne se fera dans ce domaine sans la mobilisation des jeunes. Et il y a un ensemble de jeunes. Écoutez, prenez la génération des étudiants en école de commerce des années 70.
Moi, j'ai connu cette génération. Prenez les mêmes en 2010, 2020. On continue de faire la fête et de se bourrer la gueule le jeudi soir, ok, mais on fait bien d'autres choses. Et ça, ça n'est pas du tout dépourvu de tout lien avec la fraternité et un monde nouveau qui est à construire, qui est à prendre en charge. Avec notamment, je l'ai dit, le défi économique, le défi social de l'exclusion de masse, et le défi environnemental. Nous avons encore une dizaine de minutes. José Razafandranali, je suis commissaire de police honoraire. Et j'avais une inquiétude qui était celle de penser s'il ne faudrait pas passer de la fraternité, qui est une approche abstraite, théorique, collective, aux frères, et aller à une chose beaucoup plus simple qui est de savoir qui est mon frère, de façon à ce que l'on passe de l'abstraction au concret, le diable étant souvent d'ailleurs dans les détails. Et c'est le souvenir de l'enseignement religieux que j'avais en des temps vraiment très anciens, où une question était posée à quelqu'un dans un vieux livre où il était demandé, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Cette question-là, est-ce qu'elle ne permettrait pas de rendre clair pour les millénials, pour les 68 arts et pour ceux qui sont à venir, sur ce qu'est la fraternité et sur ce qu'il y aurait lieu concrètement de faire? La question s'adresse bien sûr à chacun d'entre vous, messieurs. Et mesdames. Madame, pardon. Oui, mais je pense justement, et c'est un motif d'espoir dans la situation actuelle, c'est que les générations, enfin nées, on va dire après, nées dans les années 80-90, ces générations ont des réponses sans doute moins construites, moins intellectuelles que les nôtres, mais plus spontanées, et je crois très justes, des réponses spontanées et justes à la question que vous posez. Qui est mon frère? Et je crois qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Alors bon, la fraternité, c'est évidemment le concept qui se déduit du lien fraternel, qui est un lien d'ailleurs qui en plus ne repose pas sur le sang. Vous voyez toute l'ambiguïté, c'est-à-dire on part du sang pour s'affranchir du sang. Donc déjà, il y a une espèce de contradiction un peu interne. Mais c'est la capacité de vivre avec tous comme avec des frères. Bon, sachant très bien qu'Caïn et Abel, ça n'a pas très bien marché, quoi. Bon. Mais voilà, je réponds avec quelques principes d'autorité, mais je crois que ça peut et que ça doit marcher. Et Éric, pardon. Oui, moi je veux bien répondre effectivement, puisque dans notre table nous sommes à parité et je m'en félicite de peser autant. Je crois que la question est extrêmement juste. Les citoyens, les fonctionnaires, et je me range dans les fonctionnaires que j'étais, nous avons été abreuvés de concepts, de principes. C'est intéressant, c'est important, ça ne suffit pas. Il est urgent, et c'est aussi pour ça que notre association s'est créée, il est urgent de prendre en compte l'émotion des fonctionnaires, l'émotion des citoyens, l'émotion, c'est-à-dire ce qui fait bouger les choses, ce qui fait bouger les lignes, et ce qui reconnaît la personne complètement dans son unité et comme étant effectivement un autre, et donc quelque part un mystère, et une personne. Bien sûr qu'il faut avoir des concepts juridiques,
mais ça ne suffit pas. Donc il est important effectivement que le service public, que la fonction publique revoie ses fondamentaux. Revoie ses fondamentaux. Il n'est pas normal que dans les tables de négociation, seuls les concepts, seuls les coûts, seuls les objectifs généraux sont visés sans s'occuper de ce que les gens vivent sur le terrain. Alors quelqu'un a parlé des ronds-points, ok, avec les gilets jaunes, mais parlons des gens qui sont à l'hôpital, parlons des aides-soignantes, qui non seulement sont au chevet des malades, leurs frères ou leurs sœurs, les malades, et en même temps sont obligés de faire des trajets infinis parce que compte tenu de leur pouvoir d'achat, ils ne peuvent pas se loger à proximité de leur travail. Ce sont ces problématiques-là qui doivent nous émouvoir, et il est grand temps, pour ensuite pouvoir être organisés avec une fonction publique qui répond, et avec des politiques publiques qui répondent aux questions qui se posent concrètement dans la vie des gens. Donc oui, la fraternité c'est important, oui, reconnaître son frère ou sa sœur, ça passe par là, la fraternité. Peut-être juste une mise en application. Jeune stagiaire sortant d'une école aujourd'hui décriée, je me retrouve comme tous les jeunes stagiaires en charge du dossier des gens du voyage et des demandeurs d'asile. Donc il y a un principe dans notre droit qui est le pouvoir d'appréciation. Hein. Les textes ont prévu beaucoup de choses, enfin ils ne prévoient pas tout. Et le préfet vous demande, et pour eux, qu'est-ce qu'on fait pour cette famille-là? C'est tangent, ils ne sont pas vraiment dans les textes. Normalement, on devrait plutôt les éloigner du territoire. Et là, vous avez un pouvoir d'appréciation et vous pouvez apprécier. Et alors, vous le faites sur des principes. Et le principe de fraternité, là, dans ce petit pouvoir d'appréciation, vous pouvez l'appliquer. Il reste 5 minutes. Éric Thuillet, responsable de l'atelier Fraternité au Pacte Civique. Moi, je crois que les républicains en 1848 ont eu une intuition géniale avec les 3 termes de la devise. Et je pense que nos juristes sont trop frileux par rapport à cette notion de fraternité, parce que quand on y pense, elle ajoute à la solidarité la notion de l'interdépendance humaine et la notion de la relation à l'autre qui est empathique et qui n'est pas hiérarchique. C'est-à-dire que dans la fraternité, le rapport est interactif, quoi. Les deux sont à égalité dans ce qu'ils s'apportent. Et aujourd'hui, on voit que la solidarité peut arriver à créer des institutions qui peuvent être maltraitantes pour avoir oublié le souci de la relation. Donc, moi, lorsqu'on est allé dans les cabinets ministériels évoquer le baromètre de la fraternité, ce qu'on nous ressortait, c'est que de toute façon, c'était une notion sans avenir parce qu'elle n'avait pas d'impact juridique. Heureusement, je trouve, le Conseil constitutionnel s'est emparé de cela et il me semble que ça mériterait d'investiguer un peu plus sur le plan juridique. Bon, notre idée est de voir si on ne pourrait pas évaluer des politiques publiques à l'aune de la fraternité. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'investiguer le champ juridique sur ce sujet? On va prendre la dernière question. Je me posais une question, donc Nicolas Rougeau de la CASDEN, je me posais une petite question dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où effectivement on est dans un monde libéral où il y a le culte de l'individu, on est effectivement, on nie un peu notre humanité parce qu'effectivement on est ce qu'on possède et on n'est plus effectivement reconnu comme des êtres humains. Est-ce qu'effectivement, il ne faudrait pas, avant de promouvoir la fraternité, revoir tout notre modèle économique, notre façon de vivre, pour effectivement qu'on reconnaisse effectivement l'humanité en chacun de nous, avant de pouvoir effectivement se reconnaître entre frères les uns les autres? Alors, il reste peu de temps, je suis désolé, mais si vous pouvez répondre. Juste un mot, mais je passerai le micro.
Je vais passer pour vraiment un renégat, un hérétique ou un relapse. On peut évaluer évidemment les politiques publiques à l'aune de la fraternité, et la valeur d'un principe ne se jauge pas uniquement à son opposabilité juridique. Donc je ne fais pas partie du tout des contempteurs de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais la fraternité aurait pu vivre et doit pouvoir vivre indépendamment même et au-delà de son opposabilité juridique. Quant à le revoir le modèle économique pour permettre de reconnaître l'humanité qui est en chacun de nous, c'est exactement ce dont il s'agit avec la fraternité. C'est de reprendre à nouveau frais la construction de la vie collective dans nos pays. Merci. Yannick, Jean-Baptiste, Catherine, vous avez encore un mot très bref à rajouter? C'est toujours qu'un sentiment fragile. En février 1848, on plante les arbres de la fraternité, qui sont d'ailleurs bénis par le curé du village. Et au fond, on est parti sur un malentendu. On s'est dit, on fait la Révolution, on fait la République. Mais la République, on a mis des choses différentes derrière. Et quelques mois après, on a juin 1848. Un énorme massacre, plusieurs milliers de morts. Et quelques semaines après, juin 1848, on coupe les arbres de la fraternité. En fait, on n'avait pas compris que être frère, c'est un sentiment qui peut être fragile. Et très vite, on se retrouve à des haines de classe qui divisent l'humanité en deux et pour laquelle on ne reconnaît plus son semblable comme son frère. Merci. Alors, merci beaucoup à notre intervenant. Merci au public. Jean-Baptiste, tu as quelque chose à dire? Parce que tout le monde le demande. Je pense que la fraternité est quand même un combat, parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'obstacles. Question de l'égoïsme, quand même, qui est tout simplement posée. Le fait que l'autre n'est pas toujours gratifiant, il peut être gênant, il peut être un adversaire, il peut... Voilà, donc c'est un combat. Je pense que la fonction publique... elle a sans doute une forme particulière à trouver et à décliner, et donc à enseigner, et à ensuite mettre en œuvre. Et au pacte civique, nous pensons qu'il faudrait faire de la fraternité, pour en discuter dans les ateliers, un critère d'évaluation du fonctionnement des services publics, en dehors des critères quantitatifs, et très bien. Se demander si... impeccable. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Catherine, alors moi juste un mot. Premièrement, c'est possible. Deuxièmement, avec créativité. Il faut changer le modèle. Voilà. Merci. Alors maintenant, nous allons passer au témoignage. Nous avons 3 témoignages mais 4 qui vont venir à la tribune. Alors, si vous voulez bien leur laisser la place. Donc j'appelle Gilbert Deleuil. Gilbert Deleuil pour Galilée.sp, qui est préfet, chargé d'une mission de service public relevant du gouvernement et qui est actuellement président du conseil d'administration de Galilée SP. J'appelle Yannick, j'appelle Bertrand Galichon, voilà, qui est praticien hospitalier, médecin urgentiste, responsable adjoint du service des urgences à Lariboisière, et qui a beaucoup publié, le service d'urgence aujourd'hui, et travaille avec de nombreuses associations, dont Au Captif la Libération. Voilà. Et puis, oui, qu'est-ce qui veut intervenir? Donc, vous vous présentez, parce que j'ai... Oui, Bertrand Dalmas-Marsalé. J'ai été convié par mon ami et collègue Yannick Pro de l'association Service Public à témoigner sur la réserve civique, qui est le résultat du rapport co-rédigé donc par M. Jean-Marc Sauvé, ici présent, et Claude Onesta en 2015. Très bien. Merci. Alors, vous avez 15 minutes pour les témoignages, donc 5 minutes chacun. Je ne vous punirai pas chacun. Je mettrai le temps global. Nous sommes dans le vert et nous avons 15 minutes. Qui veut commencer? Écoutez, je vais commencer. Hein. On m'a dit qu'il fallait que je fasse un pitch qui ne dure pas plus de 3 minutes. Là, je vois qu'on a 5 minutes, donc j'ai un peu plus de temps devant moi. Sur des exemples concrets.
Tout à l'heure, on a parlé de fraternité en des termes très généraux, presque philosophiques, et il faut le faire, c'est nécessaire. Là, nous, notre rôle, c'est de mettre en avant des exemples concrets, soit de dysfonctionnement, soit de modèles de fonctionnement, de manière à, disons, trouver de nouvelles sources d'inspiration pour l'application de ce concept de fraternité à l'administration et au service public. Alors moi, il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur un sujet particulier qui est le dossier des maisons France Service. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant. De quoi s'agit-il ? On est confronté depuis très longtemps à un problème d'accessibilité au service public. Il y a on connaissait la fracture territoriale, les problèmes des zones rurales, des zones de montagne, des endroits où géographiquement on est éloigné du service public. Alors, il y a une question d'accessibilité physique au service public. Il y a des lois qui sont intervenues, la loi de 95 d'orientation, d'aménagement, une loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire. Elle a été reprise en 99. Différents textes se sont préoccupés de la question de l'accessibilité, mais souvent sous un angle uniquement géographique. Or, quand on se penche sur les zones urbaines, notamment les quartiers relevant de la politique de la ville, on se rend compte qu'il y a également dans ces quartiers-là des problèmes d'accessibilité aux services publics. Ce n'est plus une question géographique, c'est une question sociale, c'est une question liée à la fracture numérique, c'est une question liée à la langue parfois, une difficulté linguistique. Donc, est-ce que nos services publics aujourd'hui sont vraiment adaptés à un public qui d'une certaine manière, est vulnérable. Et ça concerne 30% des publics. Il faut savoir qu'en matière de RSA, par exemple, 30% des bénéficiaires potentiels du RSA ne le perçoivent pas pour des raisons qu'on ignore. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils habitent trop loin de l'endroit où on distribue ces aides, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a une vraie question aujourd'hui, c'est l'accessibilité aux services publics. Question qui est aggravée par l'e-administration, l'administration numérique, notamment par rapport aux personnes âgées, qui ont des difficultés de plus en plus importantes à accomplir des formalités administratives parfois assez simples. Donc l'administration ne peut pas se contenter d'être une administration de guichet, d'attendre que l'usager se présente à lui. Il faut que l'administration change un peu de paradigme. Son mode d'intervention ne peut plus être le même que ce qu'il était précédemment. Alors, il y a en ce moment une prise de conscience de cela au travers des maisons France Service. Alors, les maisons France Service, c'est quoi? Il me reste combien? 3 minutes? Tu as 3 minutes 54. Il me reste 1 minute et demie. Donc, les maisons France Service, c'est quoi? C'est la couverture intégrale du territoire national, puisque c'est une maison France Service par canton. C'est un bouquet de services extrêmement étoffé, comprenant les services du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Finances publiques, et les services d'un certain nombre d'opérateurs, la Caisse nationale d'allocation familiale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Pôle emploi, différents prestataires, opérateurs nationaux. À ce bouquet de base peuvent s'ajouter d'autres services résultant du partenariat local avec les collectivités territoriales. Ces maisons France Service sont basées sur un concept qui distingue le front office du back office. Alors, en front office, c'est une équipe légère de personnes spécialement formées à la lutte contre la fracture numérique et à l'accompagnement des usagers, parce que là, il faut vraiment accompagner les usagers, on n'est plus dans une position de guichetier. Et
il y a ce qu'on appelle le back-office, constitué de l'ensemble des administrations et des opérateurs dont on parlait tout à l'heure. Et dans le cadre de ces maisons, on essaie d'articuler les deux, de manière à ce que l'usager puisse être pris dans la diversité de ses problèmes et de sa situation. Vous entrez peut-être pour un problème d'allocation familiale, mais on se rend compte qu'il y a un problème d'emploi, qu'il y a un problème, etc. Donc il y a un traitement global de l'usager qui est traité finalement comme une personne. Et ça, je trouve que du point de vue du concept de fraternité, c'est quand même un net progrès, que l'administration traite l'usager non plus comme un usager, mais comme une personne dans l'intégralité de sa dimension personnelle, et puisse aller au-delà d'une traditionnelle posture de guichet, de solidarité, d'apparente solidarité, mais dépourvue de tout élan fraternel envers l'usager. L'usager, il a besoin d'autre chose. En tout cas, les usagers les plus vulnérables. Merci Gilbert. Nous continuons. Alors, Bertrand Galichon, moi je vais vous parler d'une porte ouverte, qui est ouverte toute la journée et toute la nuit, et tout le monde connaît le chemin. Et je vais vous faire un témoignage très incarné dans la glaise de notre parisienne, donc les urgences de la Rivoisière. Donc nous sommes aux côtés d'un endroit extrêmement important qui est la gare du Nord. Pour la culture générale, c'est la 3e plus grande gare du monde. Donc qui dit gare, dit population mobile. Qui dit population mobile, dit précarité. Donc on reçoit bon an mal an chaque jour entre 250 et 300 personnes. 75% de ces personnes sont considérées comme administrativement comme précaires. Dans les 25% restants, vous avez des gens comme vous et moi. Et puis vous avez des hors radar. 250 personnes par jour, il y a 80% de noms qui ne sont pas européens. Donc il y a des problèmes de langue, des problèmes de culture, des problèmes d'ajustement qui sont extrêmement importants. Et c'est amusant de parler d'espérance dans la fonction publique à un moment où l'hôpital est, vous en avez entendu parler dans la presse, est quand même largement malade. Et je pense que c'est pas une histoire de picaillon, c'est pas une histoire d'administration. Je crois que c'est un problème d'homme, et c'est pour ça que l'hôpital est malade. Et il est malade d'une chose extrêmement importante, c'est que il a perdu son hospitalité. Et c'est ça le problème. Et on parlait de solidarité, de fraternité. Je pense que la dimension qui manque à l'hôpital et qu'on n'ose pas dire, c'est qu'il manque de spiritualité, dans son sens premier du terme. J'avais, il y a quelques années, je constatais que les soignants, c'est-à-dire les infirmiers et les aides-soignants qui sont à l'accueil des urgences, commençaient à souffrir énormément de leurs conditions de travail la nuit, essentiellement parce que la nuit, la ville est sans phare, elle est d'une autre couleur, et c'est là où on aperçoit bien sa réalité. Et donc, je voyais mes soignants qui filaient avec un turnover important, qui ne voulaient plus faire ce boulot, ne plus accueillir les piches, c'est-à-dire les grands exclus, que les pompiers ont marre de béner aux urgences plusieurs fois par nuit. Et jusqu'au jour où il y a 2 personnes qui rentrent dans mon bureau et qui nous disent, ben voilà, nous, on est des captifs à la Libération. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. C'est une association diocésaine qui prend en charge les rebuts du SAMU social. Je vous la fais simple. Il y a quand même 4000 domiciliations sur 5 implantations différentes. Et donc ils arrivent en disant, ben voilà, on a répondu à un appel à projet promu par, il faut que j'oublie personne, la SNCF, la région, la FNARS et puis la mairie de Paris, pour prendre en charge les grands exclus de la gare du Nord, la gare de l'Est. Le projet s'appelle Maquero.
du nom de la femme qui est morte le jour de la signature de ce projet. Ce projet maintenant n'est plus un projet, il a 4 ans, il s'est étendu à la gare Saint-Lazare et il y a un autre projet équivalent qui s'est mis en place sur la rive gauche. Ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que quand ces gens sont arrivés et qui ont commencé à accompagner aux urgences Jean-Pierre, Paul, Jacques ou Jean, qui étaient pour nous des piches, et qui sont arrivés avec un prénom d'abord, un début d'histoire, le regard a complètement changé sur ces personnes-là. Et ce qui fait que mes soignants ont commencé à prendre en considération le problème de la grande exclusion et de l'exclusion en général. Et donc les choses ont complètement changé. Et là, en ce moment, on est en train de mettre en place quelque chose d'extrêmement innovant à partir des expériences de Maquero. C'est qu'on est en train de mettre en place une médiation sociale la nuit. C'est-à-dire que chaque nuit aux urgences de la Riboisière, vous avez quelqu'un qui va s'occuper exclusivement de la vingtaine de personnes qui viennent se mettre à l'abri aux urgences. Et donc, on fait ça toutes les nuits. Ces personnes revenant de façon assez récurrente aux urgences, c'est jamais les mêmes. On arrive à reconstituer des histoires qui tiennent à peu près debout, sur lesquelles on puisse s'appuyer pour pouvoir reproposer ces personnes vers des associations, vers des administrations, enfin vers les sortir du mauvais pas dans lequel ils se trouvent. Chose extraordinaire, c'est que, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que 50% de cette population-là est totalement inconnue de tous les services sociaux, SAMU social inclus. Et donc ça pose quand même un véritable problème. Et donc là, on est en train de mettre quelque chose d'extrêmement innovant sur cette question de la prise en charge de l'exclusion. Alors, n'imaginez pas que les migrants font partie du lot. À chaque fois, on nous pose la question, mais alors, à la RIB, vous devez être submergé par les migrants. Pas du tout. D'accord ? Les migrants, ils ne sont pas là, ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas. Ils viennent éventuellement à la PASS. Donc, le PASS, c'est le programme d'accès aux soins, qui est une consultation pour les indigents. 2 jours, ça, ils y viennent. Ils y viennent très discrètement. Mais les urgences, quand ils y viennent, c'est qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Et en général, ils se retrouvent en réanimation. Voilà, donc simplement un témoignage sur ce qui est en train de se faire, se jouer à la Riboisière. Et donc, non seulement on soigne juste un mot, on soigne nos exclus, mais on se soigne nous-mêmes parce qu'on met du sens, on met de l'esprit, éventuellement la spiritualité, si vous voulez, dans l'action que nous menons soir et matin aux urgences. Bon, je regrette que Jean-Marc Onesta Sauvé n'ait pas pu rester, mais je vais vous donner une photographie authentique du projet issu du rapport qu'il avait produit donc avec Claude Onesta sur la réserve citoyenne, qui est donc devenue, par la loi du 27 janvier 2017, la loi égalité et citoyenneté, la réserve civique. Je rappelle que dans cette loi, le premier chapitre s'intitulait « Encourager l'engagement de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité », pour reprendre le titre du rapport. Alors aujourd'hui, cette réserve, elle a d'abord conduit à constituer une petite équipe autour de Yannick Blanc, enfin de François Chérec d'abord, puis de Yannick Blanc en tant que haut-commissaire à l'engagement civique. Petite équipe au sein de l'administration constituée de 4 personnes et une assistante. 4 personnes, et vous avez la moitié de l'équipe qui est présente aujourd'hui avec Yannick Pro qui est derrière moi. Petite équipe en mode start-up, feuille blanche. Et c'était une aventure formidable et qui donne beaucoup de sens à son action, surtout dans sa finalité. Aujourd'hui, nous avons formé à peu près 80 personnes dans les préfectures et puis nous avons plus de 3000 personnes, citoyens ou résidents, qui sont inscrits, plus de 700 missions qui sont en cours, missions bénévoles strictement, pratiquement 2000 mises en relation, ce qui illustre le rôle de l'État qui est de faciliter l'engagement. On n'est pas là pour imposer, c'est un système qui est quasiment pas normé,
petit peu hors norme même, je dirais, au profit des associations, des collectivités territoriales, locales et des services publics. Et nous avons plus de 600 organismes d'accueil qui se sont inscrits et ont publié des annonces pour recruter des bénévoles parce qu'ils avaient des besoins. C'est quand même le but. Je voulais vous donner en quelques mots ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans le rapport de messieurs Sauvé et Onesta, il y avait cette vision d'une république heureuse. Le mot fraternel n'était pas strictement écrit, mais c'était quand même l'esprit, hein, heureuse et fraternelle. Ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est qu'on a un flux constant de personnes de tout âge qui s'inscrivent. La moitié sont des actifs, un tiers sont des jeunes, de moins de 25 ans, pour des missions qui sont occasionnelles, ponctuelles, hein. On n'est pas dans du service civique, j'y reviendrai. Une surprise, les services publics attirent énormément. Alors 2 exemples, la police nationale, avec la réserve citoyenne, donc bénévole, plus de 500 candidats aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes qui notamment préparent les concours, pas que, mais beaucoup de jeunes qui préparent les concours, qui veulent avoir une expérience terrain, de savoir c'est quoi la vie en commissariat, c'est quoi le contact avec le public. Et pour le public, c'est important parce que le premier contact qu'il a avec la police nationale en entrant dans un commissariat, ce n'est pas un policier, c'est quelqu'un qui va les aider, qui va les accueillir en tant que personne, de façon fraternelle. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Surprise. Énormément de candidats également pour des actions de mémoire. Une autre réussite qui est en cours, vous parliez d'innovation, c'est ce que Yannick Blanc appelait la stratégie d'impact collectif, c'est l'association à la fois du privé et du public pour le bien commun, à savoir les jeunes qui ont manqué leur premier examen au permis de conduire, qui n'ont pas forcément les moyens de continuer à prendre des cours de façon prolongée. Et donc c'est le dispositif de conduite supervisée, non pas accompagnée. Association entre les missions locales, AXA, Renault et nous-mêmes, pour offrir aux jeunes la possibilité d'avoir un bénévole qui va les accompagner pour cette conduite supervisée. C'est l'association de plusieurs entités, organismes, avec une finalité commune, pour le bien commun. Je voulais la citer parce qu'elle est remarquable et j'espère que ça sera une graine semée qui produira beaucoup de fruits. Ce qui peut être amélioré, parce que tout n'est pas parfait en ce monde, c'est que cet élan vers une réserve citoyenne et civique fraternelle de 2016 a pâti, il faut bien le dire, de l'arrivée du service national universel sur le paysage de l'engagement. Clairement, il n'y a pas eu d'annonce politique concernant le lancement de la réserve civique, tout simplement parce que ce n'était pas possible dans le paysage d'un service national qui n'était pas encore très clair. Ça ajoutait de la confusion et de la complexité au paysage de l'engagement qui lui-même est déjà très complexe. Cette parole politique publique, on l'espère, on l'attend, elle permettra notamment de remobiliser les préfectures en soutien dans les départements au plus près du terrain. Parce qu'aujourd'hui, en centrale, on fait des choses. Moi, je connais à peu près la moitié des 300 organismes que j'ai eu au téléphone pour les accompagner. Je peux pas faire ça tout le temps. Même si c'est un vrai plaisir d'accompagner les gens. Par ailleurs, paysage complexe pour l'engagement, avec de multiples plateformes numériques. Parce que vous avez tous bénévoles, France Bénévolat, qui ont des plateformes numériques. Vous avez une confusion entre le service civique et la réserve civique. Bon, je passerai sur les grandes différences. Un constat également, le monde associatif souffre aujourd'hui de certains problèmes en termes de modèle, c'est vrai, mais aussi de beaucoup d'entre-soi. Et donc, un citoyen qui vient, qu'on ne connaît pas, qui vient via une plateforme numérique, qui n'est pas l'ami d'un ami qui a été présenté, c'est compliqué.
c'est compliqué. Et c'est pas simplement un rapport entre des associations vieillissantes et la jeunesse, c'est pas ça. C'est vraiment cette notion d'ouverture fraternelle à celui qui a envie de donner de son temps pour le bien commun. Des progrès également sur l'utilisation de toutes les bonnes volontés. La réserve citoyenne de l'éducation nationale, beaucoup d'inscrits, finalement peu de missions très bien réalisées, hein, de très beaux succès, mais peu de réalisations. Et les passerelles entre les deux n'ont pas été totalement exploitées. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles peuvent donner de leur temps à l'éducation nationale, mais ailleurs aussi. Hein. On a beaucoup de réservistes, nous, qui font plusieurs missions en parallèle. Et aujourd'hui, à l'éducation nationale, c'est à peu près 7000 réservistes qui sont inscrits. Donc voilà un petit peu les grands traits de ce que je retiens de cette belle expérience, de ce message que nous envoient tous les candidats quand ils écrivent leur motivation, qui est « j'ai envie ». J'ai envie d'aider des jeunes dans leur parcours professionnel comme on m'a aidé. Ça, ce sont des messages qui sont extraordinaires. Ce côté fraternel de « on m'a donné, je veux le rendre ». Donc voilà, beaucoup d'espoir dans un dispositif qui mérite de passer à l'échelle nationale, vraiment. Merci, grand merci aux trois témoins. D'apaisement, d'espérance, je pourrais vous dire. Et je sens chez certains de nos enfants vraiment ce doute existentiel. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Quand vous aurez fini, n'hésitez pas à vous mettre deux par deux. Hein. Nous avons déjà travaille au mieux, comment on les accompagne. Un mot, d'abord pour remercier l'invitation. Donc c'est à Jacques et Richard que je la dois, mais c'est au-delà de la phrase un peu rituelle ou formelle. Hein, c'est réellement un remerciement parce que finalement ces temps de réflexion, un peu de prise de distance, disons-les aussi, sont quand même peut-être de moins en moins fréquents dans l'univers professionnel de la fonction publique, en tout cas dans mon univers professionnel. Ce qui caractérise peut-être l'époque actuelle, dans, je pense, beaucoup de secteurs de la fonction publique, c'est quand même la recherche, disons-le, d'une forme d'optimisation des ressources, une forme de performance accrue. Tout ça est assez légitime. Voilà, je ne vais pas vous le développer là, ce n'est pas vraiment l'objet. Mais ça prend aussi, en tout cas dans le quotidien des gens, dans leur activité, que ce soit celle d'un directeur général, mais je pense que c'est vrai à plein de niveaux, une prégnance très très grande. Donc le temps, finalement, à la fois de la convivialité, de la fraternité sans doute aussi, des moments finalement aussi où on est un peu moins uniquement dans la production, sont des moments assez rares, d'autant plus précieux, et puis également le temps de la réflexion. Je le dis parce que c'est pas du tout théorique, hein. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'incitation forte à nous transformer, puisque c'est un mot, vous le savez bien, qui est assez porté politiquement, là encore, avec toute la légitimité que ça peut avoir aussi l'écueil de, naturellement, être beaucoup dans un souci d'une efficacité accrue, voilà, encore pleinement légitime, mais en tout cas, qui peut se faire, si on n'y prend pas garde, un peu au détriment de ces temps à la fois de réflexion. Et pour autant, lorsqu'on se transforme, il faut encore savoir pourquoi on le fait, le sens que l'on donne, bien évidemment, à cette transformation, et c'est bien évidemment quelque chose d'absolument essentiel, et cette notion de fraternité que l'on travaille là, bien évidemment, est très, très importante. Un mot, là encore, rapidement, un deuxième... Ce qui fait l'actualité de la fonction publique aujourd'hui par rapport à des questionnements que j'ai entendus, c'est quand même finalement une volonté politique très forte, hein, vous le savez tous, d'une transformation importante effectivement de cette fonction publique, pour sans doute qu'elle puisse répondre mieux aux défis de la société. Hein, c'est quand même l'ambition bien évidemment qui est portée par le gouvernement. Après, chacun a des appréciations variables sur cette loi parce qu'elle comporte énormément de dispositions, qu'elle couvre un champ très large. Donc voilà. Est-ce que c'est la notion de fraternité qui a été finalement son principal axe de travail? Je ne saurais le dire. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas
formulée comme ça. Pour autant, elle n'y est pas étrangère, c'est-à-dire que j'ai entendu dans pas mal de propos, et je l'ai lu, l'idée qu'à un moment donné, alors on l'appelle encore avec des mots variables, plus ou moins technocratiques ou autres, en tout cas que les relations humaines, que la gestion des ressources humaines, ce qui est un peu moins élégant sans doute, mais que les relations humaines retrouvent une place plus grande dans les relations de travail, et un des axes, contrairement peut-être à ce que l'on peut penser, de cette loi, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans une demande, je pense à la fois de la société, à l'égard de la fonction publique, des services publics, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous le savez bien, mais enfin les fonctionnaires font vivre les services publics, même si les périmètres, etc., ne sont pas tout à fait identiques, où à la fois il y a une demande très forte donc vis-à-vis de cette fonction publique et de ces services publics, et une demande aussi sans doute d'une relation nouvelle vis-à-vis des usagers. Donc c'est cela finalement que porte la loi sur la fonction publique. C'est aussi sans doute une demande qui vient des agents publics eux-mêmes, c'est-à-dire que ce besoin un peu de renouvellement, de relations sans doute différentes, et qui rejoint quand même beaucoup des questionnements que vous avez évoqués, font partie quand même des points assez importants. En clair, sans doute l'orientation qui nous a été demandée de porter, c'est sans doute d'alléger un certain nombre de prescriptions, de cadres juridiques, qui peuvent être vécus aussi un peu comme des contraintes, pour aller sans doute vers davantage de relations humaines, de capacité, de marge de manœuvre aussi, entre les individus dans les collectifs de travail. Et ça, c'est beaucoup d'écueils possibles, et beaucoup de risques. Certains y voient bien évidemment beaucoup peut-être justement de trop grandes marges de manœuvre. On peut y voir aussi beaucoup d'opportunités, et y compris dans, je répète, des formes de solidarité, de fraternité sans doute plus fortes. Alors ça rejoint des problématiques très concrètes autour du dialogue social, de ce qu'il doit être demain, comment est-ce qu'il peut s'incarner davantage, comment il peut recouvrer des réalités aussi plus concrètes. Ça peut être aussi des questions bien évidemment d'organisation, de qualité du travail, ça fait partie également de nos dispositions, ça fait partie des questions de formation, on l'a évoqué, je l'ai vu plusieurs fois, sont bien évidemment essentielles pour changer un certain nombre de comportements au-delà même des cadres juridiques et des prescriptions juridiques. C'est aussi toutes les notions autour de la qualité de vie au travail, bien évidemment, face justement à des objectifs nombreux, variés, parfois contradictoires. Comment on arrive à concilier tout ça? C'est un peu. Et puis il y a un thème quand même très fort aujourd'hui. On parlait de fraternité avec un mot qui est d'origine, on le disait, plutôt masculine. L'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité professionnelle fait partie, bien évidemment aussi aujourd'hui des enjeux, comme des enjeux d'ailleurs de diversité et d'accueil d'une plus grande diversité au sein de la fonction publique. Donc tous ces thèmes-là, qui rejoignent pour partie ou qui recoupent pour partie, même si bien évidemment ils ne sont pas exclusifs, la question de la fraternité, irriguent quand même assez fortement les processus de transformation dans lesquels nous sommes, avec sans doute une rapidité très forte qui inquiète beaucoup un certain nombre d'acteurs dans ces processus de transformation. C'est un choix politique déterminé, mais aussi beaucoup d'opportunités qu'on essaye de préserver, de développer, de renforcer pour justement faire que cette fonction publique soit à la fois performante, parce que c'est la demande qui nous en est faite, je pense, à la fois par les usagers et par les agents publics eux-mêmes, et en même temps qu'elle garde effectivement un côté solidaire et fraternel. Et il y a effectivement, je crois quand même en ce moment, beaucoup d'opportunités pour essayer de la construire. Voilà, mais je rejoins très rapidement, de façon un peu forcément justement trop rapide, un peu les interrogations et les réflexions qui sont les vôtres. Voilà. Peut-être des questions à poser. Vous avez le DGFP sous la main. S'il y avait une ou deux questions à lui poser, ce serait possible. Je crois qu'il se prêterait volontairement. Voilà. Eric. Non, une suggestion, c'est que dans la formation, on confronte les termes d'égalité et de fraternité, parce qu'il y a une très forte culture dans la fonction publique de l'égalité. Et au nom de l'égalité, du traitement pour tous, je veux surtout pas un passe-droit, etc., il y a bien souvent une occasion de ne pas rencontrer la personne et ses problèmes particuliers. Et donc, il me semble qu'il y a une formation qui serait très utile, c'est cette confrontation entre les termes d'égalité et de fraternité pour l'évolution culturelle dans la fonction publique. Je partage assez largement ce que vous dites, même si les choses, là encore, évoluent parfois plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'effectivement, la notion d'égalité peut tomber dans l'égalitarisme, avec aussi la peur, vous le savez bien, du discrétionnaire, etc. Et cette peur peut éviter, comme vous le dites, des rencontres. Mais les choses bougent aussi. En tout cas, la loi et ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment, avec, je répète, un certain nombre de difficultés qu'on ne nie pas,
vont plutôt dans ce sens. Donc, on parle même, vous savez, maintenant d'intelligence émotionnelle dans la fonction publique. Donc voilà, on n'est pas, voilà, il y a beaucoup de choses se renouvellent aussi. Donc voilà. Mais il y a encore du chemin à faire. Je vous rejoins volontiers. Juste peut-être une remarque suite à tous ces éléments. Moi, j'ai été frappée. Je viens pas de la fonction publique. J'ai été accueillie par la fonction publique en tant que contractuelle depuis 2 ans, et je suis frappée à la fois par les missions et l'ambition de cette grande machine d'État, et en même temps par une espèce de... Enfin, on abîme réellement beaucoup d'ambition, d'énergie nouvelle qui arrive dans cette machine. Et je crois, personnellement, enfin, je suis assez fondamentalement persuadée que ça ne fonctionnera que si on a une très grande cohérence. C'est-à-dire que la fraternité, c'est pas demain pour un cercle éloigné, après-demain, etc. Ça commence, mais tout de suite là, dans toutes mes actions quotidiennes. Et je suis assez frappée, par exemple, qu'on ne se poserait pas une minute la question de savoir si la liberté et l'égalité, c'est à certains moments de nos actions. On est tout le temps sous cette devise de liberté et d'égalité. La fraternité, c'est pareil. C'est en fait tout le temps, à la fois par rapport à mon collègue juste à côté, et puis par rapport à ces publics que j'essaye d'atteindre. Donc moi, je suis côté ministère du Travail, des publics en situation de très grande vulnérabilité dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et je pense que si toute la chaîne n'est pas cohérente et n'adopte pas et ne s'engage pas personnellement, enfin, il y a aussi il n'y a pas d'autre point de départ au changement que soi-même. Et donc en fait, il faut que toute la chaîne soit cohérente. Et chacun a nos positions de responsabilité. Et là, voilà. Daniel Lenoir. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure et votre réponse. Sur l'intelligence émotionnelle, je me disais qu'il faudrait peut-être former, c'était vrai dans ma génération aussi, on n'a pas été assez, à une notion qui est l'empathie, plus que l'intelligence émotionnelle, parce que l'empathie, c'est pas forcément de faire du passe-droit, mais c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre sa situation. Et c'est une vraie formation. C'est un peu ce qu'on a fait dans les petits groupes tout à l'heure en disant on écoute d'abord. Une formation à l'empathie. Je trouve que c'est plus objectif et peut-être un peu moins jargonneux, mais qu'intelligence émotionnelle. Oui, madame. Je réagis quand même parce que moi qui suis formatrice, très très difficile de faire une formation sur l'empathie. Je suis plus à essayer de, excusez-moi de dire, mettre tout ce monde cerveau gauche dans la pratique. Qu'ils aient tous un service obligatoire dans l'empathie. Et là, ils vont l'apprendre l'empathie. C'est-à-dire qu'ils aillent dans les hôpitaux, qu'ils aillent au boulot, enfin, dans certains endroits, qu'on mélange des postes, c'est vraiment l'idée. Et là, l'empathie, ils vont l'obtenir, parce qu'on ne peut pas former intellectuellement à l'empathie. On va peut-être laisser déjà Thierry. Non, mais vraiment, enfin, très, très rapidement, parce que réagir sur cette idée de la fraternité qui ne s'exprime pas comme telle, peut-être aujourd'hui au quotidien, effectivement, mais Jean-Marc Sauvé l'a dit infiniment mieux que moi. Donc voilà, mais qui pourtant est quand même bel et bien au cœur du service public aujourd'hui. Enfin, toute l'action, enfin, vous en avez eu des témoignages assez vibrants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qui quand même fait qu'à un moment donné, le service public fonctionne et qu'il continue à fonctionner, avec un certain nombre de difficultés en certains cas. C'est bien quand même aussi parce que ces valeurs-là, elles sont bel et bien très, très présentes. À la fois, on ne vient pas travailler tout à fait dans le service public, je pense, pour les rémunérations, pas principalement. On ne vient pas pour les droits. On vient d'abord, effectivement, pour exercer des missions. Et ces missions, elles sont bien effectivement au service du public, où il y a bien cette notion-là au cœur de l'engagement, qui reste vraie. Et moi, j'entends beaucoup ces débats sur les générations. Je ne suis pas d'ailleurs très savant sur le sujet, mais moi, je vois des jeunes venir dans mes services, travailler énormément, tout autant qu'avant, avec un tout aussi fort engagement. Ils essayent de concilier leur vie personnelle, professionnelle, tout ça c'est important, mais pour autant, quand il faut qu'ils soient là encore, et j'ai quelques exemples précis, à 2 ou 3 heures du matin, pour parfois des sujets assez arides, hein, parce que quand on est déjà AFP, on n'est quand même pas au contact du public très directement, donc on pourrait aussi se dire, ma foi, tout ça ne nous concerne que de loin. Ils sont quand même là, et ils sont présents quand on arrive, alors pour le coup, à essayer de créer un peu un collectif de travail et à les motiver. Donc je pense que ces notions-là, elles sont quand même assez vivantes. Elles sont toujours, après, bien évidemment, controversées, diverses, mais enfin, elles sont quand même encore assez fortes, et c'est en tout cas une notion sûrement à préserver. Voilà. Alors, j'avais oui, le micro parce que c'était la prochaine question. Catherine. Moi, je voudrais demander à Thierry, compte tenu du fait que la loi de la transformation de la fonction publique a été votée, qu'on en est au décret d'application, et effectivement, il y a une transformation qui est en cours. Avec quelles méthodes vont être utilisées pour que cette transformation soit fraternelle ?
dans les services et entre les gens. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas la question du texte, parce que la question du texte, c'est intéressant, mais les textes se succèdent et en fait, la réalité ne change pas. Donc, en quoi cette transformation va se faire avec des méthodes fraternelles? Tu as peut-être des idées, tu as peut-être des pistes. Là, comme ça, à 9h30, je vais essayer d'être assez modeste, surtout sur le sujet. Voilà, d'abord, non, mais je le redis, la loi, on en a tous conscience, la loi, les décrets ne sont qu'une chose. Ils peuvent ou enfermer ou essayer de libérer un peu des énergies. Voilà, donc peut-être ce qui est assez nouveau, même si tout ça, je le répète, mériterait un débat plus long, mais sans doute qu'un des axes forts et un des vecteurs de cette loi, c'est d'essayer, des textes d'application, c'est de laisser des marges de manœuvre plus grandes. Alors, est-ce que c'est entièrement fraternel ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, de dire qu'on a trop vécu, sans doute, dans un univers qui, au nom de l'égalité ou de la protection, tout cela étant assez justifié, finit par enfermer un peu trop les individus et les agents publics en premier lieu. Donc voilà, donc sans doute que tout cela peut aider donc, à reconnaître davantage les individus et essayer effectivement de les impliquer davantage. Bien, voilà, le carton rouge est passé. Merci Thierry de ces quelques... Alors je vais être très très rapide parce qu'il est 9h30 passé et je ne voudrais pas que vous partiez tous comme ça en effilochant la fin de séance. Quelques mots de conclusion. D'abord, vous remercier beaucoup pour votre présence et la participation active à cette conférence débat. Sur le fond, la fraternité, je crois qu'il est assez bien ressorti de ce qu'elle n'était pas. Ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle ne doit pas être, à s'écouter les uns les autres. C'est une démarche purement individuelle. Ça, c'est le côté très plat et moralisateur et classique de la fraternité. Elle ne doit pas être non plus une démarche de communauté ou de clan. Ce qui est aussi une tendance naturelle de la fraternité, on se retrouve entre soi, etc., etc. Bon, donc ce n'est pas ça. Je m'appuierai sur ce qu'a dit Jean-Marc Sauvé pour dire ce qu'elle doit être à notre sens, et puis ensuite dégager 2-3 pistes d'action, parce que c'est ça qui nous intéresse, et c'est ce que Galilée, SP, souhaite vraiment que l'on fasse. Le pacte civique aussi au demeurant. Alors la définition de Jean-Marc Sauvé, elle est intéressante parce qu'il dit que c'est une notion qui a réinventé. Je crois que sa perspective historique était assez aussi intéressante. Une notion à réinventer au-delà de ses avatars historiques, 89, 1848, 1945. Et la définition qu'il propose, c'est un principe collectif, je cite, un principe collectif d'interaction entre les personnes autour d'un équilibre entre les droits et les devoirs. Bon, pour la mise en place d'un bien commun. La fraternité, dit-il, ajoute-t-il, est une condition et une conséquence de la liberté et de l'égalité. Alors comment faire ? Je vois deux pistes. Je vous propose deux pistes. Une piste qui vise à mieux définir la fraternité par rapport à la solidarité. On en a beaucoup parlé. Je suis un peu parfois en désaccord à ce qui a été dit, mais peu importe ma position, je vais essayer de la retracer. Et le deuxième principe d'action, c'est de faire de la fraternité une ambition républicaine. Alors sur le premier point, mieux définir la fraternité par rapport à la solidarité, certes, et je suis d'accord avec Jean-Marc Sauvé pour dire que la fraternité et la solidarité sont du même côté, sont dans le même camp par rapport à l'individualisme, par rapport au communautarisme, cela va sans dire. Mais il insistait pour qu'on ne sépare pas trop les choses. Moi, il me semble qu'il faut quand même bien pointer ce qu'est la solidarité, ce qu'elle est devenue pour faire émerger des éléments de solution et de réponse sur la fraternité. Car il l'a très bien dit, et je crois qu'on est tous, me semble-t-il, d'accord là-dessus, c'est qu'il y a eu une éviction de la fraternité par rapport à la solidarité, et que cette éviction fait question, et que c'est dans le travail sur cette éviction qu'est sans doute la réponse et les pistes futures. La solidarité, je crois que c'est Daniel Lenoir qui le disait, la solidarité est un concept froid. Je
crois que c'est le mot qu'il a employé. Éric Puyer disait qu'il y a quelque chose de maltraitant dans la solidarité. Il peut y avoir, vous avez raison, il peut y avoir. Non, mais je force le trait parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que je veux sortir des choses un peu saillantes. Quelque chose de maltraitant, de globalisant, de bureaucratique dans la solidarité. Et on a tous des exemples en tête, à l'hôpital, à l'école, dans les préfectures, dans les services sociaux des départements pour aller chercher son RSA, etc. Bon, vous voyez, on a tous ça en tête. Alors donc la solution autour de cette analyse de ce qu'est la solidarité et des dérives de la solidarité, je crois que très concrètement, ça passe par une action sur les acteurs. Il y a deux familles d'acteurs, les agents du service public, parmi lesquels il y a les fonctionnaires, mais pas que, et puis les usagers. Alors, sur les agents du service public, moi j'ai bien aimé, évidemment, et les Daizibao qui se trouvent là-bas revient comme un leitmotiv la formation, et je crois que naturellement, le travail sur le comportement, je ne sais pas si c'est sur l'intelligence émotionnelle, etc., mais ce travail doit mieux irriguer nos écoles de formation. Frédéric Thiriez travaille là-dessus. Il était inscrit d'ailleurs, il devait venir, il n'est pas vu, peu importe, il a sûrement beaucoup de travail à faire en ce moment. Mais voilà, dans sa conception d'une nouvelle filière de formation des élites, entre guillemets, je pense qu'il y aura cet aspect-là, formation, travail sur le comportement, autour de la construction de l'interaction entre fraternité et liberté, fraternité et égalité. Je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on met en binôme pour à la fois les opposer et trouver un dépassement dialectique dans ces oppositions. La société française a tout intérêt à approfondir le troisième terme de la devise républicaine. Il y a là, je crois, un gros potentiel. Et sur la formation, je crois que le directeur général vient de le dire, il faut sortir de ce que Jean-Marc Sauvé appelait les 3 C, lutter contre le clientélisme, le carriérisme et le corporatisme. Voilà, ça c'est des pistes d'action quand même qui me semblent assez fécondes pour déterminer ce que doit être ce travail de formation. Le deuxième axe, très rapidement, c'est faire de la fraternité une ambition républicaine. Il y a des réponses nouvelles, encourageantes, qui ont été évoquées à la table avec le travail avec les associations, la réserve civique, la réserve citoyenne, le service civique, même s'il ne faut pas confondre ces notions-là, on nous l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a là des avancées tout à fait importantes. Un travail autour, naturellement, de la fonction publique, pas seulement la fonction publique d'État, mais aussi les deux autres fonctions publiques, territoriales et hospitalières, de manière créative. Retiens le terme de Catherine, en travaillant sur la fraternité comme principe de management. N'ayons pas peur des mots. La fraternité comme principe de management. La fraternité, quelque chose qui s'enseigne. Et enfin, toujours sur ce deuxième axe, je crois que la fraternité se construit mieux sur le terrain. Elle se construit mieux sur le terreau des relations humaines, des relations sociales. Et là, évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est-à-dire que nous avons sur le terrain, dans les communes, dans les collectivités territoriales, des expériences extraordinaires qui se passent sous nos yeux, que nous, au Pacte civique, mais avec d'autres, avec l'audace, etc., nous essayons de populariser. Il y a des communes qui font un travail extraordinaire autour des journées citoyennes, et les gens ne reviennent pas de ces journées citoyennes comme ils sont arrivés. Le local, donc, a beaucoup à apprendre, à nous apprendre sur la citoyenneté. Je voudrais aussi terminer avec une idée qui m'est chère, c'est-à-dire qu'on oppose souvent, et ça c'est un sujet difficile, quand on parle de fraternité et qu'on parle de bénévolat,
on sent tout de suite des difficultés par rapport aux tenants, aux professionnels de l'action sociale, aux professionnels de l'intervention, qui voient toujours d'un très mauvais œil, d'un assez mauvais œil, l'intervention des bénévoles. Alors, est-ce que c'est un avatar de l'opposition État-société civile? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble que là aussi, il y a un gros travail à faire pour que les professionnels, les agents publics, considèrent que les bénévoles ne leur mangent pas leur pain et qu'il y a sans doute du travail en commun à faire. Alors, conclusion, sous forme un peu d'anecdote, je le reconnais, mais après le 19e siècle qui a promu la liberté, le 20e siècle qui a promu l'égalité, est-ce que le XXIe siècle ne pourrait pas se donner la responsabilité de construire une société plus fraternelle?